C'est un missile balistique intercontinental de portée estimée 10 500 km. Il est conçu pour porter une charge nucléaire jusqu'à 4 têtes nucléaires indépendantes. Un lancement d'entraînement, était-il précisé, qui était prévu pour la nuit dernière et visait notamment à intimider l'Ukraine ainsi que ses alliés européens. Dès qu'on parle de nucléaire, il faut comprendre pourquoi il fait ça. Donc en fait, c'est de la politique, c'est de la gesticulation. Il dit que c'est de la gesticulation, mais personne n'ose contredire Poutine. Ce n'est pas de la gesticulation, c'est une communication, messieurs. Le fait de dire que où que vous soyez, on peut vous atteindre. À travers l'Atlantique, à travers le Pacifique, peu importe où vous êtes, on peut vous atteindre. Ce n'est pas de la gesticulation, c'est une démonstration de force. Donc il dit voilà ce que j'ai comme arme, continuez de m'énerver, vous allez voir ce qui va vous arriver sur la tête. Il fait de la dissuasion. Donc on revient vraiment sur un modèle des années 60, 70, 80, 90, qui est l'équipe à la terreur. Et on va vraiment que c'est là que les Russes nous emmènent. Je pense qu'actuellement, c'est pas une sorte d'équilibre à la terreur, mais une supériorité à la terreur. Oui, parce que les armes russes ont plusieurs années d'avance en fait sur ceux des Américains. La Russie donc peut être vaincue, il faut de la force et de la pression avant que quelque chose ne dégénère. Plutôt un geste désespéré de la Russie qui n'est pas si forte en réalité. Et tous les jours les gars se disent qu'ils sont à 2 doigts de gagner la Russie. Chaque jour. Non, il faut encore un peu et on gagne la Russie. Encore un peu et on gagne la Russie. Encore... Vraiment, on est à ça de gagner la Russie. Au président Poutine de prouver demain qu'il veut vraiment la paix et d'accepter le cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Richard Verly, l'Europe pose ses exigences face à Poutine, mais quelles sont ses marges de manœuvre? Zéro. L'Europe n'a aucune marge de manœuvre parce que ces exigences-là, la Russie a déjà refusé ça. Et depuis que la Russie a refusé ça, les officiels russes ne sont plus revenus là-dessus. Soit on arrête, soit on n'arrête pas. Il n'y a pas qu'on arrête pour le moment. C'est quoi? Vous pensez que c'est les jeux de coups de récré? Vous savez, à l'époque, Louis XIV et les autres de notre royauté avaient créé les corsaires contre les Anglais pour ça. C'était pour arraisonner les bateaux qui transportaient toute une série de choses. Et comme la marine royale pouvait pas le faire, ils ont envoyé les corsaires le faire, qui était... Ils viennent de nous avouer un fait historique très grave. Ils utilisent le terrorisme depuis contre leurs ennemis. La France payait des pirates à l'époque pour aller attaquer les navires anglais. La piraterie, ce sont simplement des mercenaires qui ont été envoyés faire le désordre ailleurs. Et vous écoutez, c'est en rigolant comme ça, en se marrant sur les plateaux télé, qu'ils sont en train de proposer la création de pirates qui vont se charger d'attaquer les navires russes. Et ils rient sur le plateau. Salut à vous, nouvelle vidéo React. On va regarder ensemble les nouveaux missiles russes, leur capacité de destruction et on va se rendre rapidement compte que les Oreshnik qu'ils nous ont présentés là, en fait, c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'ils ont, qui a déjà été testé, approuvé et qui est déjà dans l'artillerie russe. C'est-à-dire, avec ça, je me demande vraiment où est-ce que ces gars se retiennent. Je suis sûr qu'on a tous la même question dans la bouche. Pourquoi est-ce que la Russie se retient d'effacer ces gars? En tout cas, écoutons. La Russie prévoit de tirer un missile balistique intercontinental à capacité nucléaire, le RS-24 Yar, c'est ce qu'affirment les services de renseignement ukrainiens, alors que Vladimir Poutine et Donald Trump doivent s'entretenir dans une demi-heure au téléphone. Laura Pouget, vous nous avez rejoint. Bonjour, de quoi s'agit-il ? Voici à quoi ressemble le Yars en parade dans Moscou le 9 mai dernier. Ce système de missile est un habitué des cérémonies militaires depuis qu'il est entré en service en 2010 dans l'armée russe. C'est un missile balistique intercontinental de portée estimée 10 500 km. Il est conçu pour porter une charge nucléaire et il est même dit Mirvé car il peut en emporter plusieurs jusqu'à 4 têtes nucléaires indépendantes. D'après les informations données par le GUR, service de renseignement ukrainien, mince, 10 000 km. C'est 2 fois plus que les Oreshnik. Après les informations données par le GUR, service de renseignement ukrainien, il devait faire l'objet d'un lancement sur un terrain de la ville de Svobodny, situé ici en Russie, dans l'oblast d'Amour. Ça ne s'invente pas. Un lancement d'entraînement, était-il précisé, qui était prévu pour la nuit dernière et visait notamment à intimider l'Ukraine ainsi que ses alliés européens. Mais d'après le site Défense Express, le tir n'a finalement pas eu lieu. Pour l'affirmer, le média s'appuie sur le fait qu'aucune vidéo n'a été publiée, ni de la part d'une autorité officielle, ni de la part d'éventuels observateurs, alors que le missile aurait dû traverser une vaste zone en Sibérie et donc être aperçu. Laura, on se souvient de l'Oreshnik lancé sur l'Ukraine en novembre dernier, là aussi pour faire peur, pour intimider. Quelle est la différence avec le Yars ?
Le missile balistique Oreshnik n'a pas été lancé seulement en Russie le 21 novembre dernier, mais bien jusqu'en Ukraine sur la ville de Dnipro, provoquant quelques dégâts. Ce jour-là, il ne portait même pas de charge explosive, mais les Russes ont maintenu l'ambiguïté sur sa capacité à pouvoir porter une charge nucléaire, d'où les mois suscités. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'ils ont fait la démonstration de force avec l'Oreshnik, le monde occidental s'est calmé. Si vous vous rappelez du contexte, c'était au moment de la fin de Biden, du mandat de Biden. Et il disait que voilà, l'Amérique va directement intervenir dans cette guerre. Ils vont envoyer des armes de destruction massive et j'en passe pour pouvoir tirer jusqu'à l'intérieur de l'Ukraine. Et la Russie avait dit que si vous tentez de faire ça, nous on va aussi utiliser les Oreshnik. Sauf que là, ils ont dit qu'ils allaient toucher tous les alliés de l'Ukraine. Ils n'allaient pas seulement frapper l'Ukraine, mais tous leurs alliés, c'est-à-dire tout l'OTAN actuellement. Et les gars ont insisté, ils ont dit ok, pour vous montrer qu'on peut vous atteindre n'importe où, on va utiliser les Oreshnik. Vous vous rendez compte qu'ils ont appelé l'OTAN, prévenir à l'heure qu'ils allaient frapper, où ils allaient frapper. Et malgré tout, l'OTAN n'a pas pu arrêter. Ils ont même dit qu'il n'y aurait pas de charge explosive à l'intérieur. Ils ont insisté pour dire que dans les trucs qu'on va envoyer là, il n'y aura pas de charge explosive. Et vous n'allez rien faire, vous n'allez rien dire. Ils ont visé et l'OTAN n'a rien fait, l'OTAN n'a rien dit. Le message était tellement puissant. Ils se sont contentés de reculer que vraiment, ce qu'on a vu là, c'est trop grave. Et là, on vous fait comprendre que c'est 2 fois plus puissant. Ça va 2 fois plus loin. L'Oreshnik est annoncé par les Russes comme étant un missile balistique de portée intermédiaire, pouvant donc atteindre des cibles comprises entre 3000 et 5500 km, soit plus faible que le Yars. Déjà, je remarque un truc qui est très intéressant. C'est que les armes de l'OTAN qu'on considère comme étant de longue portée, c'est 300 à 400 km. Alors que les armes russes qu'ils considèrent comme de portée intermédiaire, c'est 3000 à 5500 km. Donc vous voyez qu'ils n'ont même pas les mêmes échelles de valeur. Surtout, il n'a été utilisé qu'une fois et serait encore à l'essai alors que le Yars, lui, est en état de fonctionnement. La preuve, il a fait l'objet de plusieurs tirs d'exercice grandeur nature ces dernières années et jusqu'à récemment, comme le montre cette photographie datée du 29 octobre 2024, diffusée par le ministère de la Défense. Une différence ainsi expliquée par notre expert aéronautique, Gaëtan Powys. L'Oreshnik a été utilisé une seule fois, sans image officielle. Il est entouré d'un certain secret et si ça se trouve, nous n'en entendrons plus jamais parler. Le Yars, il est établi qu'il s'agit d'un missile équipé de plusieurs têtes nucléaires, connues et officiellement opérationnelles. Si ça se trouve, il dit quoi? Que si ça se trouve, nous n'en entendrons plus jamais parler. D'accord. Faites donc ce qu'ils ont dit, on va voir si vous n'en entendez plus parler. Donc ils ont fait cette démonstration de force là pour faire quoi? Juste pour le bluff. Comme depuis le début de la guerre, la Russie disait qu'ils ont des armes que l'OTAN ne peut pas arrêter. Les experts de l'OTAN comme lui là, disaient que c'était du bluff, c'est du bluff, c'est du bluff. Testons voir, testons voir, testons voir. Dès qu'ils ont mis la main sur le grillage, ils ont tremblé puis ils ont dit non vraiment... Non, c'est du bluff, c'est du bluff. Mais c'est du bluff comment? Redéposez encore votre main, on voit. Que si ça se trouve, vous n'allez plus jamais en entendre parler. Merci beaucoup, Laura Pouget, pour toutes ces informations. L'Ukraine est en alerte. Colonel, mais est-ce un scénario imaginable? Un missile lancé sur l'Ukraine à une demi-heure de ce coup de fil Trump-Poutine ou même juste après? Déjà non. Non. Mais le truc, c'est qu'elle pose la question, et c'est ça qui me trouble un peu, comme si c'était la Russie qui avait fait cette déclaration. Non, c'est l'Ukraine qui a dit que la Russie comptait les attaquer avec ça. Certainement, c'est dans le but d'alarmer les gens et les forcer à paniquer et à vouloir leur donner de l'argent, c'est tout. Genre, c'est pas comme si c'était la Russie qui avait dit on allait le faire. Et qu'ensuite tout le monde commence à paniquer, à stresser parce que c'est une déclaration officielle russe. Non, c'est simplement une manœuvre de propagande, une manœuvre alarmiste dans le but de susciter les réactions. Mais c'est pas une menace tangible, c'est pas une menace réelle. Par contre, cette accusation nous a fait connaître cette nouvelle arme russe. Parce que je ne savais même pas que ça existait jusqu'aux déclarations mensongères de l'Ukraine. Donc, vraiment, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont poursuivre leur analyse, mais le postulat de base n'est pas correct. C'est-à-dire que ça aurait pu être une question pertinente si ça avait été des déclarations russes. Mais la Russie n'a rien déclaré de tel. Et je pense que si la Russie veut l'utiliser, il n'y aura pas de déclaration. Ça va se faire. Parce que si la Russie prévient ce qu'elle ne veut pas réellement détruire, si elle prévient, ce sera vraiment en mode juste pour que vous voyez, vous calmez un peu comme avec les Oreshnik. Ils avaient prévenu de l'heure, du lieu et expliqué qu'il n'y avait pas de charge explosive à l'intérieur. Donc si la Russie veut utiliser, ils ne vont pas prévenir. Ils vont simplement utiliser et vous allez être face aux conséquences. Si vous pouvez attraper, ça allait vous attraper. Si vous ne pouvez pas, vous allez seulement gérer les dégâts que ça va causer. Point. Donc le postulat de base, il est vraiment incorrect. Je ne sais pas ce que le monsieur il va répondre. Mais s'il ne corrige pas le postulat de base, ce qui parlera dans le vide. Alors, écoutez,
Pratiquement non. Je vois pas l'intérêt de tirer un missile balistique intercontinental à 2000 ou à 3000 km. La portée, c'est pour menacer, si vous voulez, pour menacer le continent, concrètement les Américains. Mais que font les Russes depuis plusieurs mois? En fait, ils le font depuis plusieurs années. C'est les seuls, avec les Américains, quand les Américains ont bien baissé, c'est les seuls capables de travailler sur l'ensemble de la gamme tactique avec, je parle des missiles balistiques, qui parlent de terre et qui vont sur terre. Pas des missiles qui font air, sol, d'accord? Balistique, donc il y a des roues, et puis ça part de terre et ça va sur terre, donc balistique. Donc cette balistique-là, il y a 3 niveaux. Il y a le tactique, ils ont l'Iskander, tiré très régulièrement sur l'Ukraine, porté en gros 500 km. L'Oreshnik, c'est pour ça que c'est compliqué l'Oreshnik. L'Oreshnik, il tire entre 500 et 5000 km. Vous avez vu 3000 à 5000 km, comme l'a fort bien dit Laura. Donc en fait, c'est le missile balistique qui est très déstabilisant pour nous Européens, parce que s'il est tiré de quelque part, de Russie ou d'ailleurs, il est fait pour tirer sur l'Europe. Ça, c'est le vrai sujet. Donc, c'est un peu le SS-20 ou le Pershing des années 90, je sais pas si vous vous rappelez, avec François Mitterrand, etc. C'est le missile intermédiaire. Il faut savoir que ces missiles avaient été négociés en 87 et que le contrat, ou en tout cas le traité, est devenu caduc depuis 2019. Donc, il n'a pas été renégocié. Donc, en fait, il y a rien. Il y a un vide sidéral, et les Américains n'ont pas ce genre de missile. Et le troisième catégorie, c'est le Yars qui vient de sortir. En fait, il en a 2. Il y a le Yars, c'est le RS-24 pour faire court. C'est facile à se rappeler. Et le RS-28 qui est le Sarmat. Ça, c'est vraiment l'outil de dissuasion extrême. C'est intercontinental. C'est fait pour tirer sur des grandes villes. Bon, ça tire à 12 000 km, 15 000 km. Ça va à une vitesse folle. Enfin, j'en pas trop dans les détails. C'est un monstre. Le but, c'est de le montrer. C'est pour ça qu'ils l'ont annulé. Ils ont fait savoir aux Ukrainiens qu'ils allaient le tirer et ils l'ont pas montré. J'arrête. Une fois de plus, ils n'ont pas fait savoir aux Ukrainiens qu'ils allaient le tirer, non. Ils l'ont montré, oui, parce que c'était le défilé. Fallait bien que les gens montrent leur appareil militaire à leur population pour assurer leur population quant à la capacité des autorités à les protéger. C'est ça le truc. Maintenant, les Ukrainiens, eux, ont inventé une histoire selon laquelle la Russie a dit qu'elle allait tirer ça. Ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas les choses. Vous mélangez un mensonge avec une vérité. Vous pensez que ça va passer. Non, ça ne passe pas. Là, la partie technique qui n'est pas très intéressante. Par contre, dès qu'on parle de nucléaire, il faut comprendre pourquoi il fait ça. Donc en fait, c'est de la politique, c'est de la gesticulation. Il montre ce qu'il sait faire. Et tout ça, on ne peut pas le séparer de 2 événements. Il dit que c'est de la gesticulation, mais ils ont peur. Il dit que c'est de la gesticulation, mais personne n'ose contredire Poutine. Il dit que c'est de la gesticulation, mais quand Poutine dit voici la ligne rouge, tout le monde dit ok, ça va. Poutine a dit que c'était la ligne rouge. Ce n'est pas de la gesticulation, c'est une communication, messieurs. C'est une communication géopolitique. Le fait de dire que où que vous soyez, on peut vous atteindre. À travers l'Atlantique, à travers le Pacifique, peu importe où vous êtes, on peut vous atteindre. Ce n'est pas de la gesticulation, c'est une démonstration de force. Et c'est parce qu'il y a eu cette démonstration de force que l'OTAN n'a pas attaqué ou que l'OTAN ne va pas plus loin que les limites imposées par Poutine. Point. Sinon, ne vous inquiétez pas, ce serait déjà une guerre ouverte là. Premier événement, c'est pas la guerre en Ukraine, évidemment. Premier événement, c'est la pression que nous, Européens et d'autres, on exerce sur Poutine. Donc il dit, voilà ce que j'ai comme arme, continuez de m'énerver, vous allez voir ce qui va vous arriver sur la tête. Il fait de la dissuasion. Et puis il négocie avec Trump, rappelons-nous, on l'a dit tout à l'heure dans la partie précédente. Et c'est très intéressant, dans cette bilatéralité de la discussion, il faut travailler à égalité. Donc en fait, il émet auprès de Trump l'hypothèse selon laquelle il est prêt à recréer un équilibre de la terreur au travers de l'armement. Malheureusement pour les Américains qui ont un peu décroché en termes d'hypervélocité, en termes du nombre de missiles, ils ont le même nombre de têtes, mais ils ont moins de porteurs pour faire court, moins de capacité, moins de diversité. Ça va obliger les Américains à rentrer dans une espèce de course aux armements pour avoir l'équilibre. Donc on revient vraiment sur un modèle des années 60, 70, 80, 90 qui est l'équilibre par la terreur. Et on va vraiment que c'est là que les Russes nous emmènent. Mais est-ce que les Ukrainiens sont... Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'actuellement, c'est pas une sorte d'équilibre à la terreur, mais une supériorité à la terreur. Oui, parce que les armes russes ont plusieurs années d'avance en fait sur ceux des Américains. Donc ce n'est pas une sorte d'équilibre à la terreur. L'idée, ce n'est pas de revenir au statu quo de la guerre froide. Non, l'idée, c'est de faire comprendre que on est en train de créer un monde multipolaire où on ne vous veut pas dedans, tout simplement. Et si tu nous déranges, on vous abat. Point à la ligne.
Donc non, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas un équilibre à la terreur, c'est une supériorité à la terreur. On a une plus grande capacité de destruction que vous. Donc laissez-nous ou alors attaquez-nous et disparaissez. Dupe de cette stratégie de la peur, ou est-ce que cette alerte c'est aussi une manière pour Kiev de dire il ne faut pas arrêter de nous soutenir avant ce coup de fil? Il y a ça qui se joue, parce qu'on sait, de toute façon, ça c'est pas un secret, tant ils s'expriment à ce sujet, ils ont besoin de défense aérienne. Maintenant, concernant ce tir très précis, il semblerait que ce fût un test raté. Donc en fait, il n'y a ni image d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire est-ce que ce tir a réussi ou a échoué, il n'y a rien. Ce qui, quand on connaît la façon de s'exprimer du Kremlin, peut aller dans le sens plutôt de l'échec. Donc il se murmure quand même dans la presse ukrainienne ou sous les boucles ukrainiennes que ce test a raté. En revanche, ce test avait vocation à faire peur et à intimider. Donc là, il y a quelque chose. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que si le test avait raté, il y aurait aussi des images d'observateurs tierces, non? Au départ, il partait du principe que le test n'a pas été fait. Et ce qui le démontre, c'est qu'il n'y a pas eu d'image. Ensuite, elle essaie de nous faire croire que le test a été raté parce qu'il n'y a pas eu d'image. Or, le postulat de base, une fois de plus, c'est qu'il se basait sur les informations des services de renseignement ukrainiens et non pas des services de renseignement russes ou alors d'un communiqué officiel russe. Le service de renseignement ukrainien a dit que la Russie allait faire un test. Mais si ce n'était pas dans l'agenda de la Russie, pourquoi est-ce qu'il le ferait? Vu que tout ce que ces gars racontent sur toute cette émission repose sur une affirmation de l'Ukraine qui peut très bien être mensonger. On est d'accord là-dessus? Il y a quelque chose qui se joue, mais ce que disent les Ukrainiens aussi à ce sujet, c'est que la Russie donc peut être vaincue. Il faut de la force et de la pression avant que quelque chose ne dégénère, parce que il voit dans ce test raté et dans cette façon, effectivement, dans la séquence supposée diplomatique en ce moment, plutôt un geste désespéré de la Russie qui n'est pas si forte en réalité, parce que si les sanctions sont enfin mises à exécution, ça peut faire extrêmement mal à la Russie. Donc, quelles sanctions encore? Les sanctions en plus des 28 000 qui sont sur la Russie. Et tous les jours, les gars se disent qu'ils sont à 2 doigts de gagner la Russie. Chaque jour. Non, il faut encore un peu et on gagne la Russie. Encore un peu et on gagne la Russie. Encore. Vraiment, on est à ça de gagner la Russie. Mais chaque jour, c'est la Russie qui gagne du terrain. Chaque jour, c'est la Russie qui se renforce. Chaque jour, c'est la Russie qui impose les termes de reddition. Où il existe dans quel monde fallacieux vous pensez qu'on croit être? Ou c'est le perdant d'une guerre qui va imposer les conditions de sa défaite? Je sais pas. Vous pensez qu'on est si bête que ça lorsque vous faites vos développements-ci? Bien sûr que tout le monde est en train de voir que c'est l'Ukraine qui perd. Ce n'est pas pour rien que c'est l'Ukraine qui court partout à gauche, à droite. Est-ce que la Russie court? La Russie dit, on a gagné la guerre, venez on négocie ici. Ou alors nous on continue, parce que de toute façon ça nous intéresse le reste des territoires là. Nous ne sommes pas idiots. Même si ces gars essaient de tout faire pour qu'on pense l'être, on n'est pas bêtes. Les gens ne sont pas dupes. Toujours là, non, un peu. La Russie n'est pas invincible, un peu. Vous pensez que c'était si facile de vaincre la Russie? L'OTAN ne se serait pas déjà mobilisé pour attaquer? Si c'était si facile de vaincre la Russie, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envoyé les hommes comme ils ont envoyés? Vous pensez que l'OTAN a quelques paroles à respecter? L'OTAN a déjà respecté quelles paroles données? En fait, ils essayent d'inverser la vapeur et de jouer le spectacle qui est une corde de propagande extrêmement connue et historique du Kremlin, le spectacle de la puissance, le spectacle de la grande. Je pense que tu confonds avec les États-Unis. Le spectacle de la puissance et de la grandeur, c'est plus américain. Culture russe et le spectacle de la grande armée russe. Donc ça, ce bruit de missiles va très exactement dans ce sens, surtout si spectacle il y a, parce que a priori, je mets au conditionnel, a priori ce test aurait été et ce tir aurait été raté. Ok, quel est son profil? Elle est journaliste, cofondatrice d'un collectif pour l'Ukraine. On connaît tous la méthode de fonctionnement des journalistes, non? Dès qu'ils mettent les choses au conditionnel, ça veut dire que c'est faux, mais ils veulent vous faire croire que c'est vrai. Le conditionnel permet de les couvrir. Aussi simple que ça. Donc quand elle précise qu'elle met au conditionnel là, c'est pour vous dire que voilà, je me couvre, mais voilà l'idée que vous devez avoir en tête, sachant très bien que c'est un mensonge. Mais bien sûr que c'est un mensonge. Les Européens qui sont réunis à Londres, sommet avec les ministres des Affaires étrangères, savent que c'est aussi la sécurité du continent européen qui se joue à travers ce coup de fil, ce missile potentiellement braqué sur l'Ukraine, aussi les inquiète.
et c'est la raison pour laquelle ils ont mis la pression à la veille de ce coup de fil Trump-Poutine. Regardez ce message qui a été posté par Emmanuel Macron. Nouvel échange ce soir avec Donald Trump, conjointement avec Keir Starmer, Friedrich Merz et Giorgia Meloni, au président Poutine de prouver demain qu'il veut vraiment la paix et d'accepter le cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Richard Verly, l'Europe pose ses exigences face à Poutine, mais quelles sont ses marges de manœuvre ? Zéro. L'Europe n'a aucune marge de manœuvre parce que ces exigences-là, la Russie a déjà refusé ça. Et depuis que la Russie a refusé ça, les officiels russes ne sont plus revenus là-dessus. Ils n'en ont plus discuté, point. Lorsque Marco Rubio était au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et qu'il avait proposé les 30 jours là, Sergei Lavrov avait fait comprendre que vous vous foutez de nous, genre c'est de la moquerie, j'espère. Expliquant que ces 30 jours de cessez-le-feu inconditionnel, déjà ça n'avait pas de sens. On ne peut pas avoir un cessez-le-feu inconditionnel. Si c'est inconditionnel, ça veut dire que je peux frapper encore. Voilà, donc... Ces 30 jours de cessez-le-feu, c'est simplement pour laisser l'occasion à l'OTAN de réarmer la Russie, comme ils l'ont déjà fait en 2022. Le but ne sera jamais de signer quoi que ce soit. Donc la Russie, connaissant ça, connaissant cette stratégie, ayant déjà subi cette tactique, ne peut plus retomber dans le piège. Tu me trompes une fois, honte à toi. Tu me trompes 2 fois, je ne suis pas aussi débile quand même. Et vous réalisez que c'est effectivement leur projet parce qu'ils passent leur temps à marteler ça. Donnez 30 jours, donnez 30 jours, donnez 30 jours. Mais pourquoi ? S'il faut qu'on arrête la guerre, on arrête ça définitivement. S'il faut qu'on continue la guerre, on continue sans discontinuité. C'est quoi cette affaire que non arrêter, non continuer, non arrêter ? Non ! Soit on arrête pas. Point à la ligne. Soit on arrête, soit on n'arrête pas. Il n'y a pas qu'on arrête pour le moment. C'est quoi ? Vous pensez que c'est les jeux de coups de récré ? Tant que Donald Trump et Vladimir Poutine discutent ensemble sans que les Européens soient directement au bout du fil, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il faut bien dire les choses. C'est Trump qui va donner acte à Vladimir Poutine de tel ou tel point et vice-versa. Le point important dans cette déclaration d'Emmanuel Macron, ce sont les derniers mots, c'est le feu inconditionnel de 30 jours. Ça, pour l'instant, Trump ne l'a pas demandé. Donc, est-ce qu'il va l'obtenir ? S'il l'obtenait, eh bien, ils ont la lucidité de reconnaître que ce serait un vrai succès pour Donald Trump d'abord, pour les Européens ensuite et pour les Ukrainiens qui, eux, ont depuis plusieurs semaines maintenant accepté ce cessez-le-feu inconditionnel. Je crois que les Européens font tout ce qu'ils peuvent, on le voit bien, ils collent littéralement à Donald Trump et c'est plutôt un bon signe que celui-ci accepte ce jeu européen, il accepte les coups de fil. Vous vous souvenez de cette photo il y a quelques jours à Kiev où ils étaient tous les 3 ou 4 autour du téléphone en train d'appeler Donald Trump, c'était une photo très symbolique, mais tant que Donald Trump prend son téléphone, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il voit bien que les Européens servent la cause de la Pax Americana. Or, son objectif, c'est une Pax Americana. Ça deviendrait problématique si à un moment donné, Trump disait, écoutez, non, le téléphone, je le décroche pas. Par contre, à part faire part d'un certain nombre de préoccupations, les Européens, pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas montré leur force sur 2 points où peut-être Trump les attendait. Premièrement, toujours pas de déploiement et même pas de précision sur le fameux contingent de réassurance de forces qui serait envoyé en Ukraine. Donc ça, vu des États-Unis, moi je reviens des États-Unis, j'y étais pendant 15 jours. Si vous dites on est prêt à déployer des forces, on va déployer des forces, on est sur le point de déployer des forces, mais que vous faites rien, vous n'êtes pas crédible. Donc, mais c'est comme ça que les gars fonctionnent sur les promesses. Toujours vous donner l'impression qu'ils sont à 2 doigts de venir vous aider, mais non, ça marche pas comme ça. On entend depuis combien de temps leur fameux déploiement ? Depuis au moins 2023. Des articles en veux-tu, en voilà se sont versés. Voilà, ils sont sur le point, ils ont fait ceci, ils sont juste à côté, ils vont faire ça. Jusqu'à présent, rien, hein. Rien du tout. Mais c'est normal. Vous avez même vu l'arme que la Russie a fait parader là. Vous avez même vu ça. Vous avez entendu la description du missile. Personnellement, même si je veux te nuire, je vois que mon adversaire a ça. On va devoir rester dans les promesses. Oui, on vient, on arrive. On se prépare, on chauffe le moteur de la voiture. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Juste à côté, c'est quoi l'Ukraine ? C'est ici en haut, non, c'est rien. Ils étaient chauds au départ, puis ils ont vu les armureries, ils ont dit, on est plus chaud. On est plus chaud. Là, il y a une vraie erreur, en tout cas un problème dans l'opinion américaine de la part des Européens. Et deuxième chose, c'est les sanctions. Les Européens avancent avec un nouveau train de sanctions, le 17e, qui n'a pas encore été complètement approuvé par les États membres. Mais encore une fois, si les sanctions, elles ne sont pas
européennes et américaines, elles perdent énormément de leur puissance. Je rappelle quand même que les fameux navires fantômes, vous savez, ceux dont on dit qu'ils transportent illégalement les hydrocarbures, ils sont pas fantômes du tout. On sait très bien qui sont ces navires, on sait très bien où ils sont, on sait très bien par où ils passent, on sait très bien qui les affrètent. Et les Européens, ça se passe à proximité de leur territoire. Ils pourraient arraisonner ces bateaux, par exemple. D'ailleurs, il y avait eu un cas d'un navire qui avait été arraisonné. Pour l'instant, ils ne le font pas. Ils peuvent pas pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ils font toutes leurs activités dans les eaux internationales. Oui, mais il y a eu des cas où on a réussi à en arrêter un. Et je rajoute enfin que quand même Emmanuel Macron a dit lui-même qu'il n'était pour l'instant toujours pas favorable à la saisie des fameux avoirs de la Banque centrale russe. Il y reste défavorable. Donc, à force de donner certes des signes de, je dirais, de pression vis-à-vis de l'Amérique, de pression insistante, mais qui ne se traduisent pas dans les faits, la cause européenne n'avance pas vraiment. Je vais rajouter un élément au sujet des sanctions dont il parlait là, et surtout l'affaire des navires fantômes. J'avais déjà traité ça dans une vidéo. L'Estonie est en train d'être utilisée à ce moment-là, bref, tous les pays baltes, l'Estonie en tête, pour pouvoir pousser la Russie à l'énervement. Parce que le fait d'arrêter des bateaux en veux-tu, en voilà, va finir par énerver la Russie. D'ailleurs, récemment, ils ont voulu arrêter un des bateaux russes qui était en train d'aller au Gabon, si je ne me trompe pas. Oui, c'était le pavillon du Gabon. Et les navires de l'Estonie ont voulu stopper le bateau. C'est 2 avions de chasse russes qui les ont dissuadés parce qu'ils ont envoyé 2 avions de chasse qui ont traversé la zone et qui ont fait demi-tour. Le message, il est passé très net. Les gars ont reculé, ils ont laissé le bateau aussi continuer son chemin. Et cette affaire-là montre à quel point est-ce que ces gars veulent tout pour pouvoir continuer la guerre. Ils font tout pour pouvoir énerver la Russie, que ce soit sur X point ou alors sur Y point. Le but, c'est de pousser à l'escalade du conflit. C'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai fait toute une vidéo où je détaillais la situation là. Et quelles sont les stratégies qui sont en train d'être utilisées. Et maintenant, il parle de sanctions. Il a bien précisé, et c'est ça qui a été intéressant avec son intervention, l'intervention du monsieur, c'est qu'il a dit les sanctions européennes et américaines. Ce ne sont pas les sanctions internationales, ce sont uniquement des sanctions européennes et américaines. Sauf que la Russie n'est ni dans l'OTAN pour subir les sanctions américaines, ni dans l'Union européenne pour subir les sanctions européennes. Ce qui veut clairement dire que pour la Russie, aucune de ces sanctions n'est légale. Donc pourquoi est-ce que je vais m'arrimer à des sanctions légales? Admettons même que ce n'était pas des eaux internationales. On va seulement bagarrer en mer Baltique. Ils vont seulement se détruire en mer Baltique et puis la personne qui gagne, gagne. Parce que vous décidez unilatéralement de sanctionner un autre pays sans les protocoles qui vont avec les sanctions de ces pays-là. Mais pourquoi est-ce que le pays sanctionné va vous obéir? On va en guerre et celui qui gagne, gagne. Et quand ils vont prendre le contrôle de la mer Baltique, parce que la flotte russe est une flotte beaucoup plus puissante, quand ils vont prendre le contrôle de la mer Baltique, c'est là que vous allez venir leur dire que mais oui, normalement, ce sont des eaux internationales et patati et patata. Donc, la Russie n'a même pas à écouter ces sanctions-là. Ce sont des sanctions unilatérales, ce sont des sanctions qui ne sont pas internationales. Ce sont des sanctions européennes et des sanctions américaines. Ça n'a rien à voir avec la Russie. Vous êtes là, tout ce qui les intéresse, c'est de voler de l'argent. Et malgré toutes les sanctions, là, la Russie s'en sort. Ils n'ont même pas honte. Justement, puisque Richard Verly a évoqué ce qu'on appelle cette flotte fantôme, on sait qu'il y a eu des appels à intensifier et coordonner l'action contre la flotte fantôme russe de pétroliers sans pavillon en mer Baltique. Et une fois de plus, comme le monsieur disait, c'est pas une flotte fantôme. Le monsieur a corrigé un truc et la dame revient encore dans les travers parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de participer à la propagande. Il a bien dit que ce ne sont pas des flottes fantômes, qu'ils ont toutes les informations sur ces bateaux-là. D'où ça vient, qu'est-ce que ça possède, où ça va. Mais elle est là, flotte fantôme, flotte fantôme. Les gars pensent qu'ils sont dans Pirates des Caraïbes ou quoi. Ils ont été lancés ce week-end. La réunion des Européens pourrait imposer des sanctions à 180 navires. Vous l'avez dit, Richard Verly, ces navires, ils sont identifiés, ils ne sont pas du tout fantômes. On estime que cette flotte transporte jusqu'à 85% des exportations pétrolières russes, finançant ainsi environ un tiers de son budget. Colonel, est-ce que ces sanctions peuvent y mettre fin? Non, bien évidemment, pour une raison très simple. C'est que pour arrêter un bateau, si vous voulez, il faut le détruire, le prôner ou le récupérer, le capturer. Le problème, c'est que ces bateaux transitent, si vous voulez, dans les eaux internationales. Donc, en fait, vous pouvez pas y aller. Le droit maritime est ainsi fait. À ce moment-là, vous faites un acte de piraterie, vous allez sur le bateau et vous allez conquérir le bateau. Mais c'est un acte de piraterie. La seule possibilité, c'est interdire à ces bateaux d'aller dans un port ou dans un autre. C'est une vieille norme, ça s'appelle l'ISPS, qui est une norme américaine qui a été créée après septembre 2001. Donc, c'est le
contrôle des ports. On sait exactement quels sont les ports, etc. Donc si ces bateaux peuvent pas accoster, ils auront plus de mal. Parce que le problème, aller en Russie, ça y prend toujours aller en Russie. Le problème, il faut aller ailleurs. Et ailleurs, c'est où? Donc c'est des endroits qui sont soit qui produisent de la matière première ou de l'énergie ou qui achètent, etc. Les pays, je dirais, plus ou moins pauvres, entre guillemets, qui vont avoir de la matière première, ils vont en changer autre chose. Donc on voit qu'il faut essayer d'interdire l'accès aux ports. Les bateaux, c'est intouchable, sauf si on y va à l'ancienne. Et on fait, vous savez, à l'époque, Louis XIV et les autres de notre royauté avaient créé les corsaires contre les Anglais pour ça. C'est pour arraisonner les bateaux qui transportaient toute une série de choses. Et comme la marine royale pouvait pas le faire, ils ont envoyé les corsaires le faire, qui était... Ils viennent de nous avouer un fait historique très grave. Ils utilisent le terrorisme depuis contre leurs ennemis. Depuis, voilà ça, non? Que la royauté française, quand elle ne pouvait pas intervenir officiellement, payait des pirates, des corsaires qui se chargeaient de traquer les bateaux. Et vous voyez aujourd'hui, on nous présente la piraterie comme des gars qui pillaient des bateaux royaux. Pas du tout. La piraterie, ce sont simplement des mercenaires qui ont été envoyés faire le désordre ailleurs. Voilà la preuve. Il vient d'avouer un fait historique qu'il continue de faire aujourd'hui. Et il pense qu'avec ça, quand il nous fait de telles révélations, aujourd'hui, on ne va pas réussir à corréler le terrorisme avec leur implication. Parce que quand ils ne peuvent pas faire un truc officiellement, il faut qu'ils trouvent un moyen de le faire officieusement. Mais bizarrement, c'est toujours en France qu'il y a la réunion des chefs terroristes du Sahel. Et on ne se demande pas comment c'est possible. On va nous dire qu'ils sont tellement forts qu'ils arrivent tous à traverser les différentes douanes, aéroports. C'est ça. Ce n'est pas du tout parce qu'ils ont été convoqués et qu'ils ont un laissez-passer privilégié. Voilà, ils viennent de nous avouer un fait historique terrible. La France payait des pirates à l'époque pour aller attaquer les navires anglais. Je suppose que les Anglais faisaient aussi la même chose, vu qu'ils connaissaient globalement les méthodes françaises. Ah, vraiment, comme l'histoire de ces gens se répète. C'était quoi déjà l'expression? L'impérialisme est un mauvais élève. Étudions l'histoire. C'est l'histoire qui nous fera comprendre tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et toutes leurs méthodes de fonctionnement. Ils ne font que recycler, c'est tout. Et justement, le mot corsaire. Il faudrait créer des corsaires. Une flotte fantôme européenne. Et voilà, exactement. C'est exactement et vous voyez, ça. Et vous écoutez, c'est en rigolant comme ça, en se marrant sur les plateaux télé, qu'ils sont en train de proposer la création de pirates qui vont se charger d'attaquer les navires russes. Et il rit sur le plateau. Sur un plateau télé, il parle de terrorisme et il rigole. Peut-être parce qu'il utilise le mot corsaire que vous pensez que c'est différent, que ce sont deux concepts différents. C'est la même chose. Tout comme les terroristes arrivent dans les villages, là, tuent les gens, pillent les villages, s'en vont. Pour pouvoir mettre la pression dans le gouvernement en place, les corsaires vont accoster des bateaux, tuer des gens, piller ce que le bateau contient pour pouvoir mettre la pression au pays. La seule différence entre les deux, c'est qu'un se passe sur terre, l'autre sur la mer. C'est tout. Il parle d'organiser le terrorisme et les gens rigolent. Mais on y est quasiment parce que si on veut être efficace, il faut utiliser les mêmes armes, comme toujours. Les mêmes armes que qui? Les mêmes armes que vous utilisez depuis toujours ou les mêmes armes que qui d'autre? Qui d'autre utilise le terrorisme? Qui? À part le monde occidental. J'aimerais bien savoir. Hein. Oui, je confirme. Je travaille pour un journal ukrainien qui avait produit une magnifique Parle. C'est quoi? Parle normalement. Articule. Oh. Enquête à ce sujet. En effet, c'est une formule très occidentale d'ailleurs que l'emploi de l'expression flotte fantôme. Elles peuvent être un peu fantômes dans la mesure où on parle aussi de la question de la vétusté des navires et du danger qu'ils représentent en termes de salubrité océanique, pour le dire comme ça. Donc là, il pourrait y avoir la question de la fantôme parce qu'en effet, maintenant se joue une question de bataille du droit. En revanche, d'un point de vue purement juridique, ce que disent les experts maritimes ukrainiens, c'est qu'il y a aussi toujours, dans le cadre d'un article très précis de la Charte des Nations Unies, une panel de contre-mesures dans ce cadre-là qui peuvent être employées pour bloquer certains navires, ce qui a été plutôt déjà fait de façon historique par les Scandinaves. Ils ont quand même fini par saisir des bateaux. Et donc on peut faire plein de choses parce qu'en effet, on a leur compagnie d'assurance, on sait où ils sont, on sait les armateurs. Ça passe beaucoup par la Grèce. Enfin, tout est géolocalisable. Donc cette formule est une façon d'avoir mis dans le débat public cette question-là. Mais ces navires n'ont rien de fantôme, sauf leur silhouette qui témoigne justement du danger que ces navires représentent. Donc s'il y a une
politique suffisante. Il y a beaucoup, même d'un point de vue juridique, il y a certes un flou, mais qui est facilement compable, parce que le cadre juridique majeur de contre-mesure par rapport au contexte de la menace que représentent ces bateaux est tout à fait utilisable si on veut vraiment les arrêter. Et ce serait une excellente chose pour l'architecture globale du continent. Oui, alors, Ce serait très intéressant qu'elle nous dise de quelle menace est-ce qu'il était en train de parler. Je sais, c'était douloureux de l'écouter parler. Moi aussi, ça m'a fait très mal au corps. Mais j'attendais qu'elle dise en quoi est-ce que c'est une menace. Donc tout ce bavardage-là, on ne dit pas en quoi est-ce que les navires russes sont une menace. Ils font le commerce pour eux, c'est pour vous qu'ils font le commerce. C'est une menace pour qui? Comment? J'aimerais savoir comment c'est une menace pour vous en fait. Voilà. J'espère que quelqu'un va réussir à répondre à cette question. Alors rappelons juste que la question du destinataire est importante quand même. Où vont ces bateaux? Une partie de ces bateaux vont en Inde, dont je vous rappelle qu'elle est un très bon client et un très bon partenaire de la France notamment. Donc en Turquie aussi, au passage. A-t-on envie de se mettre à dos des pays comme l'Inde ou la Turquie sur ce dossier-là à un moment où on en a terriblement besoin? C'est l'enjeu des sanctions dont il est question d'ailleurs aux États-Unis via l'INSEGRAM, la fameuse liste de sanctions bipartisanes portée par un groupe bipartisan aux États-Unis, avec l'idée de sanctionner les pays tiers, c'est-à-dire par qui, par quoi est possible le contournement des sanctions. Donc, de taxer au maximum, y compris ces navires-là, et y compris ceux qui vont œuvrer en Suisse d'un point de vue économique en Inde. C'est tout. Les gens ici sont bêtes. Donc pour vous, on taxe tout le monde, on punit tout le monde, on sanctionne tout le monde. Mais vous savez même que c'est une question d'alliance. Il y a des partenaires dont on ne peut pas se défaire. Et même s'ils nous énervent, on doit seulement travailler avec eux parce qu'ils sont trop bénéfiques pour nous. Donc vous voulez sanctionner la Turquie, vous voulez sanctionner l'Inde, vous voulez sanctionner... On a vu Trump qui a sanctionné la Chine et on a vu ce que ça a donné. Vous pensez que c'est tout le monde qu'on sanctionne? Que dès que quelqu'un nous énerve, on sanctionne? Non, non madame. Si c'était possible, je vous promets, l'Occident l'aurait fait. Mais si l'Occident ne le fait pas, c'est parce que c'est pas possible. C'est pas tenable. Donc c'est-à-dire que le peu d'alliés qui restent à l'Occident, là, vous pensez que ça va leur passer quel message? Ça ne va pas leur passer le message qu'on travaille ensemble, qu'on est des alliés. Ça va passer le message que soit vous faites ce qu'on vous dit, soit on vous abat d'une manière ou d'une autre, économiquement ou physiquement. On va vous abattre. Et après ça, à votre avis, quelle est la réaction en chaîne que ça va créer? Les gens vont courir vers qui, à votre avis? Vers le bloc des BRICS ou vers le bloc occidental? Vous pensez qu'on joue de n'importe quelle manière avec ce genre de questions? C'est-à-dire que vous êtes assis sur des plateaux télé, vous pensez que vous connaissez le monde, que vous comprenez les choses. Pardon, faites. Il faut faire. On n'attend que ça même. Il faut faire. Sanctionner tout le monde. Tout l'enjeu des sanctions dont on parle, dont il est question aux États-Unis en ce moment, est porté par une partie du Congrès. Mais on taxera jamais ni les Indiens, ni les Turcs, ni les Chinois. C'est juste, encore une fois, si tu deviens vierge européen, c'est pas du tout... Et on va y revenir. Ce n'est pas parce que c'est le sujet du Congrès américain, madame, que ça veut dire qu'ils vont le faire. Le monsieur a au moins essayé d'être lucide cette fois-ci. Ils ne vont jamais le faire. D'autant qu'on sait les transbordements, les transbordements, ils vont même plus dans les ports, ils transbordent directement en pleine mer. Il faut le dire à l'Instagram. C'est le droit maritime, c'est un droit d'une complexité incroyable. Un mot, si vous le voulez bien, dans ce contexte des attaques russes qui se multiplient en Europe. On en a déjà beaucoup parlé, mais elles ne cessent pas, les sabotages, avec un nouveau mode opératoire. Les services secrets russes recrutent ce qu'ils appellent des agents jetables venus d'Ukraine dans le viseur du FSB. Donc ce sont des Ukrainiens. C'est un phénomène ultra minoritaire. C'est des Ukrainiens qui sont démunis et qui se retrouvent embrigadés et qui agissent au service de Moscou. Mais là encore, on est aussi dans cette guerre qui est aussi une guerre hybride, une guerre psychologique. Et le but, c'est de faire monter un sentiment de rejet dans la population. Colonel. Le problème, c'est qu'en fait, les Russes pratiquent magnifiquement bien les guerres souterraines. Ils l'ont toujours fait, la guerre froide, etc. Et là, on voit une forme de réactivation de la guerre froide au travers d'agents secrets, d'agents qu'on voudra des gens retourner. Le soft power, moi je connais bien l'Afrique, le soft power russe, et on en parlait tout à l'heure, il y a 5 minutes, les télévisions, etc. Tout ce qu'ils font sur le soft power, ils sont très forts. Donc c'est un domaine. J'ai même plus envie d'écouter la suite. On parle de soft power. Ceux qui font le plus de propagande avec le soft power, ce ne sont pas les Russes. Vraiment, ne nous fatiguez pas, ce ne sont pas les Russes. Là, concernant l'information d'embrigadage, une fois de plus, ce serait très intéressant de connaître quelle est la source. Est-ce que la source, elle est russe ou est-ce que la source, elle est ukrainienne? À partir de là, on aura déjà une très grande idée de la véracité de cette affirmation. Voilà. On ne va pas terminer la vidéo. De toute façon, pour tout le reste, là, le postulat de base, il n'est pas pertinent, donc on s'arrête là. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.